sir! Salut tout le monde! Content d'être de retour avec vous autres ce matin. En fait, aujourd'hui, fini les vacances. On est de retour là, à temps plein, live chaque matin et les weekly prep qui vont revenir à chaque dimanche. Aujourd'hui, j'ai décidé de la faire lundi, là, étant donné que j'avais besoin d'un petit peu plus de temps pour me remettre dans le bain. Écoutez, la weekly prep d'aujourd'hui va être très, très, très intéressante. On va revenir sur qu'est-ce qu'on avait mentionné il y a de ça un mois, parce que ça fait 4 semaines qu'on n'a pas fait de vidéo. Beaucoup, beaucoup de stock, très intéressant à tirer. Et on va analyser là, la volatilité qui était présente en fait durant mon absence. Très, très, très belle volatilité qui s'est pointée dans les marchés. Pas un marché facile par contre. Là. Août est historiquement un mois qui n'est pas nécessairement évident. On arrive dans une semaine OPEX cette semaine. En plus, c'est la dernière expiration avant le monthly, en fait l'OPEX du corps, qui est le quadruple witching de septembre, qui est un mois un petit peu plus intéressant. Donc, beaucoup de choses à tirer de cette weekly prep-là. Et sans plus tarder, on va commencer. On va regarder un peu là, qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières semaines. Je veux qu'on analyse quelques mouvements. Je veux pas qu'on perde trop de temps avec ça non plus. Mais on va faire tout ça là, en même temps que regarder qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Donc, pour commencer, évidemment, il faut comprendre un peu qu'est-ce qui nous attend côté nouvelle économique. On le sait qu'on est dans la saison des earnings. Donc, on va commencer par aller voir les earnings cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Ça commence à se calmer un petit peu. Les méga caps, là, les big tech, etc. La plupart est passé. Par contre, cette semaine, quand même intéressant, là, du côté des retail sales, on a Home Depot, qui est une compagnie quand même importante pour les marchés, pour avoir un peu là, le pouls de l'économie avec Target et Walmart. Trois compagnies très importantes. C'est pas quelque chose qui va avoir un impact directement sur, exemple, sur le Nasdaq ou quoi que ce soit, sauf que les résultats peuvent nous donner un petit peu plus d'informations sur la santé de l'économie et des consommateurs. Donc, mardi, Home Depot. Mercredi, Target qui va être intéressant. Cisco, c'est une compagnie qu'on transige à l'occasion aussi. Walmart, jeudi avant l'ouverture, quand même très important. Et John Deere, là, vendredi, ça peut avoir l'air niaiseux, mais honnêtement, John Deere et Caterpillar sont quand même des compagnies qui donnent aussi des indices sur la santé de l'économie. Donc, rien de trop critique cette semaine, mais quand même avoir ces 3-4 compagnies-là à l'œil cette semaine. On va regarder du côté du calendrier économique. Aujourd'hui, journée, on va y arriver tantôt, mais journée là, quand même assez difficile à lire, pas très facile à trader en ce lundi matin, là, surtout pas en revenant de vacances. On n'avait pas de nouvelles aujourd'hui, qu'est-ce qui, sans dire que ça aide pas, mais je veux dire, ça laisse place à peut-être un peu plus de chop, un peu plus d'incohérence, comme on a vu ce matin. À partir de demain, par contre, quand même très intéressant, Core Retail Sales combiné aux earnings de Home Depot pourrait être un événement qui pourrait comme causer une certaine volatilité sur les indices et peut-être donner une certaine direction pour la journée. Donc c'est ce qu'on va surveiller demain matin avant l'ouverture. Retail Sales quand même assez importante. Par la suite, autour de 10 heures, on a quelques nouvelles quand même mineures. On sait qu'à 10 heures, toujours quand même une certaine volatilité qui se pointe. Quelques FOMC members qui vont parler cette semaine, dont demain à 11 heures. Sinon, mercredi, Building Permits, qui est quand même intéressant là, pour côté plus, je veux dire, immobilier, etc. Pas un énorme impact directement sur les indices. Ça peut quand même avoir. C'est évidemment quand même quelque chose qu'on surveille avant l'ouverture. Le FOMC Minute Meetings, quelque chose de honnêtement, qui pourrait être intéressant. On dirait qu'on dit tout le temps la même chose à chaque fois que ça revient, mais au final, pas grand-chose qui se passe. Évidemment, on va avoir une certaine volatilité qui va être créée autour de 14 heures mercredi. Faites attention, le FOMC Meeting Minute n'est pas un FOMC Meetings, c'est vraiment juste un communiqué qui explique un peu les discussions de la dernière rencontre. Donc, ça pourrait nous donner un peu d'indices sur qu'est-ce qui nous attend lors du prochain vrai FOMC Meeting. Jeudi, le Jobless Claim habituel qui va avoir notre attention évidemment, combiné avec le Fed Manufacturing Index qui va être aussi important. Donc, jeudi pourrait être une journée intéressante. Vendredi, absolument rien à signaler. Donc, dépendamment de comment que la semaine va se passer, je serais prudent vendredi. Évidemment, là, on dit ça, on est lundi, comment on peut dire d'être prudent vendredi? Ben, dépendamment de la semaine, comment que ça se tourne. Si, exemple, on chope, qu'on est dans un range, je ne m'attends pas à grand-chose. Vendredi, qui va être en plus un vendredi OPEX, donc le troisième vendredi d'août, qui est ce vendredi le 18, va être une expiration.
On sait évidemment que durant les semaines OPEX, le marché a tendance à être beaucoup plus soutenu que dans les semaines après l'OPEX. Donc on connaît, là, ben, dis-moi si vous ne le connaissez pas, allez voir un peu mon contenu, j'en parle très souvent de l'impact de l'OPEX et par la suite de la fenêtre de faiblesse potentielle après l'OPEX. Donc voilà pour qu'est-ce qui nous attend cette semaine côté économie, côté nouvelles. Maintenant, on va se lancer vraiment dans le concret, dans le sérieux. Je veux qu'on regarde ensemble vraiment le SP 500 et le Nasdaq en profondeur. Par la suite, on va regarder aussi le dollar US qui a un impact énorme. J'ai été pas très actif dans les dernières semaines étant donné que j'étais en vacances, mais en tant que trader, être en vacances 100%, c'est quand même assez difficile. Et anyway, je considère pas ça comme un travail parce que j'adore ce que je fais. Donc on a toujours un peu à l'œil quand même là, qu'est-ce qui se passe. Et une des raisons de la faiblesse qu'on a vue sur les indices est bien évidemment là, la force du dollar US qu'on va regarder ensemble tantôt. Avant de commencer, on va commencer, bien important, par des gros time frames. Je le répète souvent, je le regarde avec vous autres à chaque fois qu'on fait une weekly prep ensemble. Parfois, ça peut avoir l'air un peu niaiseux, mais si vous commencez à travailler avec des plus gros time frames puis que vous changez en baissant comme monthly, weekly, je ne vous demande pas ça de faire ça chaque jour. Mais je vous le dis, vous allez vraiment avoir une meilleure compréhension du pourquoi le price action va à tel endroit ou tel endroit. Donc, surtout, dans mon cas, ça fait un bout de temps que je n'ai pas été devant les écrans. Oui, j'ai tradé ici et là durant mes vacances, mais sur des plus petits time frames, sur des petits mouvements et non pas sur une compréhension complète là, de la structure du marché. Donc, on va commencer ça évidemment en monthly. Lorsqu'on s'était laissé, il y a de ça un mois, la dernière weekly prep, je mentionnais le void en monthly sur IS. Par contre, à ce moment-là, on était relativement loin. Par contre, en ce moment, on commence à arriver quand même très près de cette zone-là et c'est évidemment là, une zone que vous voulez identifier. Vous voyez là, j'ai tracé l'entrée, 50% et la fin de ce void-là en monthly qui est quand même quelque chose de très important. Prenez pas en compte là, les autres lignes, on va y arriver en scalant les différents time frames, mais c'est quand même très intéressant de voir là, qu'on approche de cette zone-là et honnêtement, tant qu'on n'aura pas été testé comme ces niveaux-là, c'est difficile pour moi de tomber bullish. Donc, si on regarde maintenant sur une time frame en weekly, qu'est-ce qu'on avait? J'attire votre attention quand même sur le high ici. On est venu le taper de façon parfaite. Ça, c'était avant qu'on se parle. À ce moment-là, je vous mentionnais que c'était le target. On est allé le chercher, puis la réaction là, fut quand même intéressante pour le moment. Initialement, je vous parlais aussi, évidemment, là, en weekly, qu'est-ce qu'on avait? C'était un void ici combiné avec un bloc. Et je mentionnais, tant qu'on tient cette zone-là, qui est ici, on pourrait parler de simple retracement avant d'aller plus haut. Ça ne veut pas dire que le fait qu'on est allé en dessous, c'est impossible qu'on aille plus haut, mais c'est une des raisons pour lesquelles je mentionne que je suis un petit peu plus bearish que bullish actuellement. Si on regarde pour qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui s'est passé vraiment en weekly, j'ai tracé le void ici. Pourquoi? Parce que le fait qu'on close under la semaine passée sur cette chandelle-là ici, est vraiment intéressant. En fait, tant qu'on tenait ça, difficile d'être bearish pour quelque chose de plus puissant. Le fait qu'on expansionne là-dessus, qu'on close under, fait en sorte que ça devient à ce moment-là, autant que c'était un support potentiel, le fait qu'on accélère à l'intérieur devient à ce moment-là une résistance. Donc, c'est une zone qu'on veut surveiller, ça ici, cette semaine, pour un potentiel rally et un move down. Si cette semaine, on close over le void qui est là, donc autour de 45, 28 et 50. Le scénario bearish prend un petit peu moins de sens. Ça veut-tu dire que c'est impossible qu'on aille plus bas? C'est pas ce que je vous dis, mais ça veut probablement dire qu'on va avoir l'intention de chopper un petit peu plus que qu'est-ce que j'aimerais personnellement. Donc ça, c'est pour qu'est-ce qu'on voulait voir dans le passé. Maintenant, avec vous voyez, le gros breakdown qu'on a ici, j'attire votre attention quand même sur les chandelles qu'on a à ces niveaux-là. Vous voyez là la chandelle du 20 juin ici, comment que, en fait, on avait déjà parlé de cette chandelle-là dans le passé. On a un bloc qui est là, je vais le tracer puis on va l'enlever par la suite juste pour que ce soit plus visuel. Vous voyez le bloc, ici retest 50%, si vous tracez un fib là-dessus, vous voyez, on est venu holder 50% de ce bloc-là pratiquement parfaitement avant d'offrir le move up. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut surveiller? C'est justement cette réaction-là. Je dirais que c'est, sans dire la dernière ligne de défense, on va passer en daily aussi pour avoir un peu plus de détails, mais c'est un niveau qui devient critique. Pourquoi il devient critique? Bien, premièrement, c'est le low de la semaine passée. Deuxièmement, c'est le top du bloc en weekly ici, qui devient une zone là, qui doit holder.
Pourquoi il doit holder? Ben parce que là, ça commence à faire plusieurs éléments qui ne sont pas respectés. Ben de un, on a flippé le void. De deux, on a tapé le bloc. Et de trois, si on perd ce niveau-là, ça devient quand même très dangereux, à mon avis, du côté des indices. Donc ça, c'est pour la weekly chart. J'ai aussi identifié celui-là ici. Vous voyez là, le void en weekly. Il est subtil, mais c'est quand même un niveau qui devient très, très critique. Si on passe maintenant sur un daily time frame, donc une chart en daily, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez la ligne verte ici, c'est le bloc que je vous ai mentionné il y a quelques instants en weekly. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ça, c'est un niveau que je vous avais mentionné là, dans la dernière vidéo, le void en daily. Donc, tu sais, ça rajoute une autre confluence à ce que je vous disais tantôt. Si on perd le void en weekly, qu'on perd le void en daily, le bloc, en plus de flipper, on n'a pas parlé parce qu'on focus sur des plus gros time frames, mais on avait quand même un void qui était ici en daily qui n'a pas été respecté. Oui, on a eu un certain rebond, mais on a smashé plus bas. Donc honnêtement, la structure commence à être très très dangereuse là, au moment où on se parle. Donc, qu'est-ce qu'on a? En plus de ça, on peut analyser un petit peu plus haut parce qu'à ce moment-là, la dernière weekly prep, comme je dis, date du 16 juillet, je crois. Donc, dans ces zones-là, la structure était intéressante. Vous voyez qu'est-ce qu'on a formé, un fameux double top, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé le blower ici et on a eu le breakdown. Initialement, on a holdé ces lots-là. Un rallye un peu curieux, en toute honnêteté. Personnellement, j'avais même mentionné à ce moment-là un swing short sur le breakdown, sur le rallye ici. En fait, non pas sur le rallye, sur le breakdown. Très beau move, presque 1% et plus en profit. Finalement, on s'est fait stop out sur le rallye all the way up et je suis tombé en vacances ce vendredi-là. Par contre, la semaine suivante, le mercredi, on a fait quoi? Un gap and go. Et ça, c'est très important. Vous connaissez probablement ces stratégies-là que vous tradez n'importe quoi, que ce soit les penny stocks ou des titres de qualité. Mais les gap and go, ça ne s'applique pas seulement sur des charts en 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. En daily, ce genre de gap and go là ici, puis qu'on n'est pas capable de revenir tester, c'est quelque chose d'assez puissant. Et honnêtement, tant que ça c'est ouvert, c'est très très difficile pour moi d'être bullish. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader intraday des moves up, sauf que overall, je vous dirais là, que le fait qu'on a vraiment gap and go, breaker la structure ici, flipper le void en weekly, c'est quelque chose là, qui me rend relativement bearish pour la suite. Donc ça, c'est le premier élément qui est quand même important. Par la suite, vous voyez, là, je ne veux pas toutes les tracer parce que c'est too much sur les charts et on favorise toujours les plus gros time frames. Donc vous voyez ici la zone bleue, c'est le void que j'ai tracé en weekly. Vous pouvez aussi tracer celui-là en daily. Ici, disons qu'on le met d'une autre couleur. C'est une zone qui devient importante. Évidemment, vous voyez comment qu'on a break, retest parfait, et qu'on a continué le sell-off par la suite. Donc pour l'instant, cette zone-là est vraiment intéressante. Je ne la mets pas sur mon graphique pour le moment. Je veux garder ça le plus clean possible. Déjà, je trouve qu'on en a beaucoup. C'est la raison pour laquelle je ne le mets pas. Le higher high qu'on a fait vendredi, en fait jeudi dernier, devient un swing high très important. C'est la raison pour laquelle j'ai tracé une ligne dessus. Parce qu'honnêtement, si jamais on décide de. Ben, si jamais on est capable de holder cette zone-là et qu'on va plus haut, ben, ça devient quand même quelque chose d'intéressant. Autant que je vous dis que je ne favorise pas le upside actuellement, s'il n'y a rien d'impossible, le marché est quand même le marché, il va décider qu'est-ce qu'il veut faire, mais ce serait honnêtement un peu surprenant de voir une structure aussi bearish réussir à flipper aussi rapidement. Mais je vous le dis, AO est un mois qui est un peu quand même curieux, donc on l'a vu, je vais vous montrer des exemples tantôt. Si vous avez eu des difficultés en AO, je vais vous rassurer un peu en vous montrant quelques charts. Donc voilà pour IS. Ce matin, aujourd'hui, pour le moment, on n'a pas liquidé le lot de la semaine passée. Honnêtement, je suis quand même content de voir ça pour le moment parce que je pense que si on peut aller un petit peu plus haut cette semaine, j'aimerais, en fait, d'ici peut-être demain, mercredi, j'aimerais regarder pour me positionner short pour quelque chose de plus violent. Lorsque je parle de quelque chose de plus violent, encore une fois, rappelez-vous que ça ne serait pas impossible de voir un certain chop fest qui continue. Oui, c'est directionnel, mais honnêtement, c'est vraiment pas évident de trader ça. C'est back and forth très violent des deux côtés. Et pour confirmer de la faiblesse, il faut qu'on perde le lot de la semaine passée et qu'on accélère en dessous. Si c'est le cas, à ce moment-là, mon objectif devient le top du void en monthly, qui est aussi là, un swing low assez critique. On a potentiellement un bloc dans ces zones-là, mais il faut faire attention. Il faut comprendre d'où ce qu'on arrive.
versus où est-ce qu'on s'en va. C'est pas la même chose que si, exemple, on n'aurait pas take out le high et que là, on a un pullback qui pourrait être un bounce. C'est bien important de comprendre ça. C'est un peu la même chose, la même réflexion que vous devez avoir comme sur le rebond actuel. Est-ce que c'est un rebond que vous voulez commencer à loader les dip entry pour un move-up? Ben, vous pouvez le faire. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que le fait qu'on vienne d'ici et qu'on s'en aille taper ça, de la façon qu'on l'a fait, oui, on donne une réaction initiale sur le void et sur le bloc, mais je serais personnellement surpris qu'on reparte en V-shape. C'est pas impossible. Encore une fois, je le répète, là, je vous dis juste ce que je vois et on s'ajuste au day-to-day, c'est évident. Sauf que, honnêtement, la structure est relativement faible en ce moment. Donc, c'est ce que je vais surveiller. Si on regarde juste d'autres time frames là, plus petits un peu, juste pour vous donner un peu plus d'infos, tu sais, regardez ça. Honnêtement, c'est quand même, c'est très violent. Pendant que j'étais en vacances, comme je vous dis, évidemment, on regarde notre sel, etc. Là, je veux voir ce que le marché fait, puis s'il y a des choses vraiment A+, que je pourrais prendre. Euh, je regardais mon sel pour un target. Le target se faisait frapper rapidement, puis je me disais, bon, advienne que pourra, mais ça pourrait donner suite à une belle continuation. Une heure plus tard, je regardais, on était rendu au low of the day. Le lendemain matin, je regardais ça, on était gapé up. Le midi, on venait de faire un lower low. Le close était presque un higher high. Honnêtement, trader ça, si vous ne prenez pas vos profits rapidement, vous allez vous faire rincer solide. Puis ça devient frustrant parce que on voit des gros mouvements explosifs, puis on veut capturer ces mouvements-là, mais il n'y a pas nécessairement de continuation. Si vous n'êtes pas capable de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, puis de prendre la base de la structure qui change pour rider une partie, eh bien, les targets sont pratiquement jamais atteints. Généralement, qu'est-ce qu'on veut? C'est voir des higher high. Qu'est-ce qu'on faisait? Ben oui, on faisait des lower low, mais par la suite, on n'avait pas de continuation. On bounçait vers quoi? Un lower high. Lower low, c'est honnêtement très, 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 très violent comme price action la semaine passée. Oui, ça donne des belles opportunités, mais ça peut aussi être très dangereux lorsque vous perdez un petit peu le contrôle. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer ici. Vous voyez la chandelle ici, là, on est en 4 heures. Je ne sais pas si on le met en 1 heure, si on a quelque chose de plus défini. Je pense que non, il est en 4 heures. Personnellement, je vous suggère de regarder la réaction autour de 45-11. C'est quelque chose que je voudrais voir. Personnellement, du côté de IS, plus fort aujourd'hui, n'aurait pas nécessairement besoin d'aller plus haut. Vous voyez, on est allé take-out le double top de cette nuit et de jeudi et vendredi. En fait, de jeudi et de cette nuit. Puis, j'aimerais voir une certaine réaction down. Par contre, quand on va regarder le Nasdaq ensemble, j'aimerais que le Nasdaq aille un petit peu plus haut. Qu'est-ce qui propulserait probablement le SP500 dans cette zone-là? Encore une fois, je ne l'avais pas tracé initialement parce que je veux garder les graphiques clean, mais cette chandelle-là ici là, est quelque chose qui va avoir vraiment, vraiment mon intérêt. Potentiellement un bloc bearish. Pourquoi? Parce qu'il y a take out 2 high ici avant de sell-off complètement et faire un lower low. Donc, je vous dirais même qu'à partir d'ici, on pourrait le considérer. Et qu'est-ce que par hasard, encore une fois, où est-ce qu'on respect? Regardez les wicks. Oui, on a closé celle-là ici, mais sinon, respect ici. Donc, c'est une zone évidemment là, qui devient très intéressante. Personnellement, je regarderais pour le top de la chandelle. J'aimerais avoir un certain move-up encore, peut-être d'ici la fin de la journée, peut-être demain, peut-être mercredi, mais je vois difficilement le SP500 aller faire un higher high. Comme je l'ai dit, si on fait ce higher high-là, sans dire que ça invalide totalement le scénario bearish, mais évidemment, ça complique beaucoup, beaucoup, beaucoup notre trading. Donc, c'est ce qu'on va surveiller pour le reste de la semaine. Maintenant, si on regarde du côté du Nasdaq, je sais, je vous avais averti, cette vidéo-là risque d'être un petit peu plus long que ceux-là que je fais habituellement. Pourquoi? Ben pour la simple et bonne raison que ça fait 1 mois que j'en ai pas fait, puis je veux qu'on regarde ensemble comment que le marché a travaillé pendant qu'on n'était pas là, parce que c'est quand même très important. On peut pas juste arriver et dire, hey, on va regarder les 3 derniers jours, puis on va faire un plan avec ça. C'est pas comme ça que ça marche. Du côté du Nasdaq, honnêtement, c'est assez difficile d'être plus joli que ça. Qu'est-ce que je vous avais mentionné? Vous voyez les highs ici, je vous parlais de double top avec un void. Et là, on est sur une monthly chart. Bien important de comprendre ça. Plus le time frame est grand, plus c'est pertinent. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu taper dans le void en monthly. Regardez la précision pratiquement parfaite sur la wick ici. Et qu'est-ce qu'on a? Une certaine réaction. Donc, on liquide les highs, on frappe un void sur un monster time frame qui est monthly. Et on a une réaction. Ceux qui ont pris l'information, c'est quelque chose que je me souviens plus comment j'appelle ce pattern-là, mais je fais des blagues dans une certaine vidéo en disant que c'est comme la crème. Et lorsqu'on applique ce pattern-là sur des gros time frames comme ça, eh bien, ça peut donner quelque chose de très intéressant. Je vous dis pas que j'ai shorté ça là, c'est pas ce que je vous dis juste que
comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement, ça va vous aider pour la suite. Est-ce que je vois ça? En voyant ça, vous dites, hey, je suis plus en mode, j'achète le dip sur le premier support. Personnellement, je serais prudent. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner encore une fois, mais on vient de frapper quand même quelque chose de puissant sur un gros time frame. On a une réaction qui est assez agressive. Maintenant, on va regarder là, quel target on pourrait avoir en tête. Encore une fois, si on reste sur la monthly chart, vous avez vu tantôt, le SP500 n'avait pas été touché les targets en monthly, alors que le Nasdaq, évidemment, était beaucoup plus faible dans les dernières semaines. Lui a été livré le void en monthly qui est ici. Vous voyez là, on a fait un lower low, 50% du void qui est là, le void au complet qui est ici. J'ai tracé 50% de celui-là. J'ai pas tracé une zone, là, je ne veux pas devenir, comme je vous dis, les charts trop remplis. Mais honnêtement, je ne parle pas cette semaine, mais c'est quelque chose qui pourrait éventuellement faire beaucoup de sens si la faiblesse se poursuit. Évidemment, je le répète, on est encore en mode pullback qui demeure sain actuellement, mais on est dans des zones qui deviennent de plus en plus critiques, accompagnées de nos références, accompagnées de l'OPEX, accompagnées de l'OPEX du corps en septembre aussi. Donc, il y a plusieurs choses qui se brassent tranquillement, qui pourraient offrir quand même du très beau price action là, bientôt. Donc, ça, c'est pour la monthly chart. Si on regarde en weekly, c'est un peu la même structure que le SP500, mais de façon un petit peu plus agressive, un petit peu plus faible. Initialement, vous voyez comment c'est joli en weekly. On avait tapé un petit peu le high, on est venu liquider, réaction importante. Qu'est-ce qu'on avait? Un void en weekly qui initialement avait offert un support. Ça, c'est quand même très important de le mentionner. Donc, le low ici devenait un swing low très critique. Et lorsqu'on a perdu ce low-là sur la semaine du 31 juillet, ben, ça pouvait confirmer à ce moment-là la faiblesse potentielle parce qu'on a closé under le void. Qu'est-ce qui l'invalide? On regarde à ce moment-là pour un retest, offert une résistance et une continuation down qui est venu liquider ce lot-là ici. En plus, ce lot-là, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est l'entrée du void en monthly qu'on vient de regarder ensemble. Donc, vous voyez pour l'instant seulement des wicks, on respecte, les corps respectent cette zone-là. Et ça va nous amener sur une chart en daily qui va nous aider à comprendre un petit peu mieux la suite des choses. Encore une fois, vous voyez là la zone ici qui est tout ce qu'on vient de regarder sur des plus gros time frames. J'ai tracé aussi le genre de double bottom qu'on a avec la chandelle du 28 juin et la chandelle de ce matin. Donc, tantôt, je vous ai mentionné, IS n'a pas liquidé les lots de la semaine dernière, alors que Nasdaq l'a fait ce matin en pre-market. On a take out les lots de la semaine passée et on a amorcé quand même un monster move. Merci à quelques tech names, dont Nvidia ce matin qui est en parabolique. Qu'est-ce qui a vraiment là, propulsé le Nasdaq, démontré une force relative importante versus le SP500. Mais si on compare là, avec la structure, par contre, overall, je favorise Nasdaq sur le short side. Si, exemple, vous me donnez le choix entre le SP500 ou le Nasdaq, évidemment, je y vais avec le Nasdaq. Vous allez, ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que c'est dans les débats, peut-être pas les débuts là, des weekly prep, mais depuis très longtemps, j'attire votre attention sur les lots de fin mai, début juin. Ces fameux lots-là, je vous ai toujours dit, on va y retourner éventuellement. C'est vraiment trop clean. On a un triple bottom avec un void juste en dessous. C'est une zone qui devient un aimant potentiel. Évidemment, lorsque la structure demeure bullish par la suite, c'est pas on va pas se mettre à shorter en se disant hey, je short Nasdaq avec en tête 14, 4,19, un move de 8%, je swing ça. Pas comme ça que ça marche. On doit bâtir un plan, on doit attendre des éléments qui confirment qu'est-ce qu'on veut. Je vous dirais qu'en ce moment, c'est la même réflexion. Le lot qu'on a sur Nasdaq actuellement, évidemment, il faut travailler avec les deux marchés. Tant que IS ou le lot que je vous ai mentionné, ben, je serais prudent sur le short side. Mais à la minute que ce lot-là est take out, je pense que ça pourrait vraiment s'accélérer sur le short side. Premièrement, du côté du Nasdaq, on a un void en daily ici qui correspond à 50% du void en monthly. Vous voyez comment c'est joli, la précision qu'on a là-dessus. Je ne l'ai pas tracé, mais à l'œil, ça ressemble. C'est exactement 50%. Le void en daily, 50% de ce void-là égale 50% du void en monthly. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de confluence à ce niveau-là. Donc, on va regarder la réaction là-dedans. Qu'est-ce que je voudrais voir? C'est vraiment de l'agressivité. Je voudrais qu'on accélère à l'intérieur de ça pour confirmer le fait qu'on ne respecte pas cette zone-là et qu'on close under. Si c'est le cas, honnêtement, ce target-là commence à faire beaucoup de sens. Évidemment, je ne vous parle pas demain, je ne vous parle pas peut-être pas cette semaine. Là, on parle quand même d'un mouvement de comme 4%, quoi, qui peut arriver très vite, mais
quand même, là, assurez-vous de comprendre un peu comment que le marché marche. C'est pas comme, OK, c'est straight up 5% ou c'est straight down 4%. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il reste que c'est clairement une position que j'aimerais prendre éventuellement pour naviguer vers ces lots-là qui sont autour de 14, 4,27. Donc voilà pour le Nasdaq. On a aussi le void, vous voyez la zone en bleu ici. C'est le void qu'on a en weekly, qu'on a closé under. À partir de là, c'est un peu la même réflexion que le SP500. Tant qu'on est en dessous de ça, je demeure relativement bearish. Il faudrait vraiment revenir, vous voyez le void en daily qui est là aussi, il faudrait vraiment revenir faire un higher high, holder ça et blower le fameux gap. C'est la même chose que sur le SP500. Qu'est-ce qu'on a fait sur un pattern de top? On a formé un gap. Sur la nouvelle du downgrade du crédit américain le mercredi, il y a de ça 2 semaines, je crois, on a opené avec un gap down et on a go. Donc gap and go, c'est un pattern, comme je vous dis, sur n'importe quel time frame, c'est quelque chose d'assez important. Et en ce moment, ben, c'est lui qui drive le show, c'est lui qui a amorcé là, ce breakdown-là. Et pour l'instant, c'est quand même intéressant. C'est un peu la même chose du côté de Nasdaq. C'est lui, personnellement, que j'ai tradé là, au cours de mes vacances. Là, quelques scalps ici et là, parce que la volatilité, regardez ça, c'est complètement fou, honnêtement. Des mouvements de comme 25-30 points en 1 à 2 minutes. Vous voyez pas ça souvent, surtout pas avec un VIX comme à 15. Je sais que le VIX a monté, on va y arriver tantôt, mais on n'est pas dans un environnement avec le VIX à 30 comme on voit nécessairement normalement dans un environnement très volatile. On a un VIX à 15 et des mouvements complètement fous sur Nasdaq. Donc encore une fois, là, c'est pas des structures qui sont faciles à transiger. Mais c'est quand même, il y a des opportunités évidemment, mais juste soyez prudents. Si ça fonctionne pas, si votre setup marche pas, acharnez-vous pas dans des conditions comme celle-là. Attendez quelque chose d'un petit peu plus clean. Donc, ce swing low-là ici autour de 15, 4,36 devient quelque chose d'intéressant. Personnellement, là, je favoriserais autour de 15 608 pour vraiment là, prendre en compte un vrai flip important. Je suis pas un grand fan de ce genre de choses-là. Lower high, lower high, lower high. Ben oui, on take out ça ici. Peut-être que ça va être suffisant. Mais c'est dangereux, ça, si vous êtes short puis que on n'est pas capable de réaliser là, la volatilité qu'on voudrait et le breakdown qu'on voudrait. Parce qu'éventuellement, si on se met à pomper, ça risque de squeezer big time. Je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je vous dis juste que si on n'est pas capable de breakdown dans les prochains jours, plutôt prochaines semaines, je pense que ça pourrait être dangereux si vous êtes bearish. J'ajouterai à ça, encore une fois, j'en ai parlé tantôt, mais on est dans une semaine OPEX, donc les marchés sont soutenus, c'est un petit peu plus difficile de shorter dans ces moments-là. À partir du mercredi, cet effet-là commence à se diminuer et le vendredi disparaît totalement. Donc la fenêtre de non-force, si on peut l'appeler comme ça, s'ouvre et je vous dirais là, que depuis longtemps, c'est la fois où il y a le plus d'éléments en place là, pour quelque chose qui pourrait s'accélérer sur le downside. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas compliqué. Regardez juste les pullbacks. Ce pullback-là est dans une semaine post-OPEX. Ce pullback-là est dans une semaine post-OPEX. Maintenant, on a breakdown avant d'arriver à l'OPEX. Donc, dans une semaine de faiblesse, c'est la première fois que la structure est aussi bearish. Généralement, on arrivait dans cette fenêtre-là avec une structure très bullish, on offrait un pullback qui était sain et on offrait une continuation par la suite. Maintenant, on arrive dans une fenêtre de non-force avec une structure qui est plutôt faible. Donc, encore là, c'est pas de la magie, c'est pas de la garantie ou quoi que ce soit, mais c'est une fenêtre que vous voulez profiter et observer. Donc, c'est ce qu'on va faire là, assurément cette semaine et la semaine prochaine. Donc, voilà pour les deux indices principaux. Maintenant, on va regarder du côté de nos références. Dollar US, qui est très important de surveiller actuellement. On avait arrêté ça le 16 juillet, donc on n'avait pas encore amorcé le rally lors de la dernière weekly prep. Qu'est-ce que je mentionnais que c'était un breakdown très important et très violent. Un des plus gros breakdowns personnellement que j'ai vu, que j'ai tradé. Honnêtement, là, c'est quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours consécutifs straight down. Qu'est-ce qu'on a fait? Si on va voir sur des plus gros time frames, ben, au final, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on est allé taper un void en monthly ici. Donc, on va liquider les lots et on se rebalance dans un void en monthly et on offre une réaction très intéressante. J'ai aussi tracé le void en monthly qui est overhead, qui pourrait éventuellement devenir vraiment là, un objectif intéressant. Évidemment, on est sur une chart en monthly. Arrivez-moi pas à me dire en DM, hey Matt, ton analyse sur le dollar US, tu m'avais dit que ça allait aller là, ça n'a pas marché.
écoute bien, on est en monthly, ça ne va pas arriver en 2 jours, ce genre de mouvement-là. Mais si vous êtes en mesure de comprendre qu'on vient de liquider des lots, on rebalance une zone importante et on a un objectif intéressant sur le upside, ben à ce moment-là, vous pouvez peut-être devenir un petit peu plus bullish sur le dollar au lieu de regarder pour le shorter. Ou ben, on ne short pas directement le dollar, vous pouvez le faire, là, mais c'est plutôt parce que si le dollar est fort, les indices vont être faibles. Si le dollar est faible, les indices vont être forts. Donc c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Si on regarde en weekly maintenant, quand même intéressant de le surveiller aussi. Qu'est-ce qu'on surveillait initialement? C'était le void ici sur le breakdown. Je vous l'avais mentionné dans le groupe, même durant mes vacances, je vous avais mentionné, il faut qu'on close absolument over 102,250 pour être bullish sur le dollar. Sinon, c'est simplement un rally qui pourrait driver plus bas. Pourquoi j'avais encore ce scénario-là possible en tête? Parce que les lows sur le bounce m'agacent un petit peu. Je dirais qu'ils m'agaçaient un petit peu et maintenant m'agacent un peu moins parce que la structure a vraiment été solide. Par contre, initialement, j'étais plutôt en mode OK, rally pour un autre leg down. Par contre, vous voyez, on n'a pas réussi à closer sur cette semaine-là, du 31 juillet. La semaine passée, en fait, on a réussi à blower ce void-là. Donc, devient à ce moment-là un support. Combiné à quoi? Combiné à un bloc en weekly. Vous voyez le top de cette chandelle-là, 50% de cette chandelle-là. J'ajoute encore des confluences. On a un void ici en daily, vous voyez ici. Et on a aussi le flip de celui-là ici. Donc, beaucoup de confluence dans cette zone-là. Il faut absolument qu'on hold là-dedans si jamais on a à aller plus bas. Maintenant, du côté des objectifs, ben, vous voyez les highs ici deviennent quelque chose qui a mon intérêt. Par la suite, le swing high qui est là. Et si on va en daily maintenant, on va voir aussi le petit gap qu'on a ici. Ça sera un objectif là, plutôt très important. Je ne dirais pas cette semaine. Encore une fois, on parle quand même d'un mouvement de 2% sur le dollar qui est énorme. Mais éventuellement, j'aimerais le voir naviguer vers ce petit gap-là autour de 105 là, qui aurait mon intérêt. Mais pour cette semaine, honnêtement, j'aimerais voir le high ici être take-out. On a poussé fort aujourd'hui pour être capable d'offrir une continuation. Par contre, là, depuis le début de l'après-midi, on est relativement fort. Donc, on va surveiller ça. Le top, ici, la ligne verte, là, 102,282, je vous ai mentionné, vouloir surveiller ça en weekly, qui est un niveau très important. Ces lots-là, ici, sont quand même très critiques. Honnêtement, je voudrais pas les voir être brisés. Ça serait peut-être pas la fin du monde si j'ai exemple qu'on wick ça puis qu'on réagit très violemment là-dessus, exemple sur une nouvelle ou quoi que ce soit. Mais dans le meilleur des mondes, là, j'aimerais que si vous tracez un film avec le swing low, swing high, vous voyez là, j'aimerais ça qu'on reste peut-être sur le top du bloc que je vous ai mentionné en weekly. Du moins, aller là en premier pour aller livrer ça. Je vous dirais que si on brise ça puis qu'on break down, là, c'est un autre game par contre. Parce qu'il faut absolument holder cette zone-là. Si on s'en va plus bas et qu'on perd ces lots-là, on va avoir quoi? On va avoir une prise de liquidité pour un breakdown. Et ça me surprend un peu, mais encore une fois, il n'y a rien d'impossible. Ça donnerait évidemment. Ben, en fait, ça propulserait probablement les indices en all-time high. Honnêtement, si le dollar va rechercher ces lots-là, il n'y a rien de garanti, mais je veux dire, les chances qu'on aille en all-time high sur les indices sont très fortes à mon avis. Par contre, c'est vraiment pas le scénario que je favorise actuellement. Je favorise un dollar qui est fort dans cette zone-là maximum pour un break de 103, 5, 6, 7 et éventuellement naviguer vers le gap. Je pense pas que ce soit cette semaine, mais je vous le donne quand même. On va en parler dans les prochaines semaines. Le fameux VIX, encore une fois, lui, est intéressant. On a eu un peu d'explosion du VIX, si on peut dire ça comme ça, là, au cours des dernières semaines. Mais j'attire votre attention encore sur la même chose. On n'a pas été capable de soutenir le break. Je vous le dis depuis quand même longtemps, par contre, on commence à construire, en fait, ça fait déjà un bout de temps qu'on construit une certaine divergence avec le VIX, parce que le VIX faisait des higher low, alors que les indices faisaient des higher high. Donc, vol up, indice up, ça fait déjà un bout de temps que c'est comme ça. C'est quelque chose que je vous mentionne depuis très longtemps, de surveiller ça, que la journée qu'on va continuer, même qu'on construise quelque chose de puissant sur vol up, indice up, éventuellement, il y a quelque chose qui va casser. On a essayé, pour l'instant c'est intéressant comme libération du VIX, si on peut dire ça comme ça, mais il y a rien qui a mon intérêt encore à dire, ok, là on est en train de décrocher ces indices parce que le VIX est en train d'exploser. Évidemment, semaine OPEX, le corps OPEX, le mois prochain, en septembre, vont être des choses très importantes à surveiller. Mais pour l'instant, honnêtement, le gap qu'on a fait depuis le début de cette volatilité-là, autour de 14, je voudrais absolument avoir une réaction là-dessus. Si on n'est pas capable de holder 14, j'ai pas vraiment d'intérêt sur le short side.
À l'inverse, la fameuse zone que je vous parle depuis peut-être 2-3 mois, qui est autour de 17 et 18, je veux qu'on break and hold. Si vous écoutez des vidéos du passé, ça fait longtemps que je vous le dis, je veux qu'on break and hold. Tant qu'on ne fait pas ça, j'ai pas d'intérêt, ou du moins, j'ai pas confiance en un retracement critique sur les indices. Je pense que c'est plutôt juste un retracement qui est sain et non pas un sell-off. Donc, on a manqué de le faire. On a essayé, mais on n'a pas été capable. On a été crushé all the way back down. Et jusqu'à maintenant, la volatilité continue à être vendue et continue à être compressée. Et c'est ce qui cause là, la compression du VIX. Donc, surveillez le VIX, pas au day, ben oui, au day-to-day, retracez votre gap, comme je vous ai déjà expliqué. Mais virez pas fou là, avec le VIX. Je veux qu'on regarde un peu les yields en terminant parce que c'est quand même assez important comme break. By the way, je ne les ai pas rechartés, mais vous voyez comment qu'est-ce qu'on avait mentionné la dernière fois qu'on s'était parlé a vraiment fonctionné à la scène près. Honnêtement, je vais même pas recharté. Mais vous voyez le bloc ici, réaction parfaite, accélération dans quoi, le void, on flippe ça, hold comme support, break de notre double top. Par la suite, retest encore une fois sur un pullback quand même sain avant de revoir un autre move-up. Tu sais, je vous le dis, les yields, ça lag énormément. On ne veut pas timer quoi que ce soit avec ça, mais tout ce que vous avez à comprendre, c'est que si les US 10 years sont up, ça ajoute une pression sur le marché. Et cette pression-là commence à être assez importante parce qu'on arrive là quand même sur les highs d'octobre 2022. Je veux dire, si vous voyez ça monter, c'est probablement signe que les taux d'intérêt n'ont pas fini de monter non plus, alors que le monde pense qu'on va commencer à poser. Ben, oui, on a posé, mais euh, c'est toutes des choses qui sont quand même très, très importantes à surveiller. Pas au quotidien, mais juste comprendre un peu où ce qu'on se situe là-dedans. Donc, on a débordé un petit peu. J'ai quand même quelques titres que je veux regarder avec vous autres très rapidement. Là. Vraiment, on va pas s'acharner là, parce que c'est la même chose partout. Écoutez, personnellement, il n'y a pas grand titre qui m'intéresse actuellement. Les indices me donnent en masse de jus pour m'amuser. J'ai pas besoin de nécessairement focuser sur des stocks. Mais il y a quand même certains setups qui sont intéressants, dont Apple, qui était, qu'est-ce que je vous dis depuis peut-être un an, le marché va, c'est impossible que le marché break down si Apple break down pas. Break pas down anyway. Mais il faut voir de la faiblesse sur les leaders des indices pour voir de la faiblesse sur les indices. Tant qu'on n'a pas ça, ça va demeurer des pullbacks qui sont rachetés. En ce moment, je vous dis pas que c'est le début de la fin pour Apple. Puis laissez-moi tranquille avec votre fameuse trendline comme ça ici à 90 degrés et dire ok, Apple vient de break in trendline, c'est le temps de shorter. Ça veut rien dire cette trendline-là. Honnêtement, là, je suis pas un fan de trendline de 1, mais tracer ça, ou bien même pire, y aller en yearly, ou en, c'est comment, c'est 12 mois? Non, j'exagère peut-être là, mais y aller en weekly puis dire hey, on peut zoomer out puis tu sais ça veut rien dire ce genre de trendline là. Focuser sur le price action, comprenez qu'est-ce qui se passe et actuellement Apple a clairement new all time high, on n'a pas été capable de pousser. Les earnings qui ont été décevants, disons-le, on retrace de façon quand même importante, mais pour l'instant, il n'y a rien de critique. Honnêtement, vous voyez les lows ici, ça deviendrait un objectif intéressant à mon avis. Double bottom qui n'a jamais été brisé avec quoi? Un gap juste en dessous. Donc si vous le regardez en weekly, là, c'est quand même quelque chose qui aurait mon intérêt, cette zone-là. Donc difficile d'être bullish sur quoi que ce soit, difficile d'être bearish maintenant sur quoi que ce soit aussi. Personnellement, je préférerais qu'on aille peut-être avoir un certain rebond comme sur les indices pour éventuellement se positionner short pour un autre leg down intéressant. Ça serait qu'est-ce que j'ai en tête. Mais quand même intéressant du côté d'Apple. On pourrait aussi jouer là, un certain upside si jamais on en a, mais de façon très très prudente en me payant rapidement. Donc ça c'est du côté d'Apple. Je veux qu'on regarde Tesla aussi, un titre qu'on mentionne là, depuis ces niveaux-là ici sur le rebond de quoi, c'est 100% qu'on a eu là-dessus. J'ai pas eu mon objectif que je voulais. Je mentionnais vouloir avoir un 315. On était un petit peu short de ça. Si on le regarde en weekly, ça demeure quand même, encore une fois, un simple retracement qui est sain pour l'instant. Je le sais que c'est violent, je le sais que c'est heavy. Et je vous dis même que je suis relativement bearish overall. Mais si vous regardez les weekly charts de plusieurs large caps, sérieusement, il y en a plusieurs qui sont dans des sweet spots pour un bounce.
Si on est dans un sweet spot pour un bounce, ça veut aussi dire qu'on est dans un spot critique. Si on n'est pas capable de holder ces niveaux-là, ben là, à ce moment-là, ça commence à vraiment briser la structure. Vous voyez, on a un low qui est critique ici avec un void en weekly, avec un gap en dessous. Simple retracement, même pas encore de 50% pour le moment. Vous voyez le fib qu'on a tracé. Donc, je vous dis pas que j'achète le dip ici. Au contraire, c'est pas ce que je vous dis du tout. Mais juste soyez conscient que c'est pas parce qu'on a un dip sur une run de 100% qu'on va s'en aller à zéro. C'est pas impossible qu'on y aille, mais en ce moment, c'est pas là qu'on en est encore. Donc, juste être prudent. Tesla, je l'ai à l'œil. Je le trade pas pour l'instant, mais je surveille là, les réactions là-dedans. Aujourd'hui, on a fil le gap, certaines forces qui s'est pointée. Mais c'est un peu le même scénario aussi, genre de blow-off top que je vous parle depuis longtemps, avec quoi gap and go sur le downside. Donc, ça regarde mal overall, mais pour le moment, je vous dirais que les 2 semaines de vacances que j'avais, c'est là qu'on pouvait profiter de ce move down-là. À partir de là, on est dans des sweet spots où ce que je veux attendre de voir la réaction, est-ce qu'on plie vraiment puis qu'on s'en va beaucoup plus bas ou est-ce qu'on amorce un certain rally qui pourrait être intéressant. Donc, c'est la même chose qu'on va regarder du côté de Tesla et comme Apple. Maintenant, du côté d'NVIDIA, très intéressant la journée qu'on a aujourd'hui. Earnings la semaine prochaine. On étire un peu le vidéo, là, mais je veux quand même qu'on regarde ce titre-là parce qu'il est vraiment, vraiment intéressant. Le bloc ici, 2 down candles en weekly, intéressante comme réaction. Le fait qu'on bounce sur un genre de low égal fait en sorte que j'ai de la difficulté à faire confiance à ce rebond-là. Et je regarderai peut-être, même si vous regardez en weekly, oups, ici, la fameuse chandelle ici, là, 50% de cette chandelle-là, qui serait un bloc, en fait, je veux garder les charts clean, donc je ne vais pas le tracer au complet, mais c'est quelque chose que je vais surveiller assurément, comme la deuxième partie. J'aimerais avoir une réaction. Et là, vous voyez, en plus, en weekly, on est venu taper le low ici, donc ça balance le void, il va être inexistant. Je sais qu'il n'a jamais existé techniquement, parce que la chandelle n'était pas encore formée, mais c'est quand même présent. Donc, le reste de la semaine, dans le cas où mon scénario bearish se met en place sur les indices, je m'attends à ce que Nvidia blow vraiment ces lots-là violemment. J'aimerais voir, exemple, demain matin, un certain pomme, peut-être venir tester le gap ici avant de sell-off. Donc, je garde à l'œil la réaction sur cette zone-là du côté de Nvidia, vraiment très intéressant. Maintenant, du côté de Netflix, très intéressant. Je veux juste qu'on revienne un peu là, rapidement sur qu'est-ce qu'on avait parlé ensemble là, avant, lors de la dernière Weekly Prep. On parlait de 50% du gap qui restait, qui était ici. Regardez la précision avec laquelle on a frappé ça. Donc, test parfait, puis réaction importante. Qu'est-ce qu'on a? Gap and go. Ben oui, on a des earnings, mais c'est pas du hasard quand même. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le double bottom ici. Le bloc ici, chandelle du 27 juillet. Pour l'instant, on avait une certaine réaction sur l'entrée. On n'a pas été capable d'aller plus haut. Et là, on break ça. 50%, c'est exactement là qu'on a tapé aujourd'hui. Dernière chance de survie, à mon avis. Si on perd le load aujourd'hui, c'est une direction vers le double bottom autour de 410. Et honnêtement, je m'attends à ce qu'on accélère probablement jusqu'à 400, qui est un gap en weekly ici. Donc, à surveiller du côté de Netflix. J'aime le setup short là-dessus. Finalement, Amazon, on va terminer avec ça. Si on le regarde en monthly, qu'est-ce qu'on a? Ben écoutez, on a le high ici qui est quand même intéressant. Vous voyez quand même le void, je le trace pas, mais vous voyez comment on n'a jamais vraiment closé over ici subtilement, mais c'est quand même très lourd comme setup. Si on regarde ça en weekly maintenant, ben on a un void ici. Vous voyez le triple bottom en weekly qui m'intéresse beaucoup. On a quand même beaucoup de travail à faire avant d'arriver là. Bloc ici aussi. Pourquoi je vous parle de toutes les large caps? Parce qu'évidemment, on va avoir besoin de ces titres-là si on veut voir de la faiblesse importante sur les indices. Donc, c'est ce qu'on va surveiller. Le gap ici, le void en weekly. Donc, je ne suis pas un fan d'Amazon depuis, comme honnêtement, plusieurs mois. Price action très, très, très difficile à day trader, du moins sur les options. Donc, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles on est tourné un petit peu plus vers les futures actuellement. Mais surveillez là, du côté d'Amazon si on est capable de breaker et d'entrer dans le gap ici. Donc, oui, un petit peu long, je vous l'accorde, mais bon, vous l'écouterez en 1.5 ou vous l'écouterez 2-3 fois. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à tirer de ce vidéo-là. J'espère que ça vous situe un peu, j'espère que ça vous comprenez un peu qu'est-ce qu'on va surveiller pour le reste de la semaine.
L'été achève, c'était aussi là, une des promotions qu'on avait pour l'été, 25% sur les formations. C'est la plus grosse promotion de l'année d'ailleurs. Il reste là, jusqu'à la fin août pour en profiter. Donc, si vous voulez vraiment rejoindre une équipe là, qui est dédiée à votre succès puis à votre compréhension et non pas. Si vous n'allez pas me voir parler d'argent ou quoi que ce soit, ceux qui parlent d'argent ou quoi que ce soit, ou qui vous attire avec ça, c'est de la bullshit, honnêtement. Je vous le dis, vous allez en perdre de l'argent initialement. Il n'y a personne qui commence en bourse, qui trade, qui n'a jamais perdu une scène. C'est impossible. Oui, on va limiter ça au maximum parce qu'on ne veut pas trader avec de la vraie argent initialement. On va trader en démo, on va apprendre en démo, mais même lorsque le jour sera arrivé de trader en vrai argent, ben, c'est pas vrai là, qu'un trader perd jamais d'argent. C'est une approche qui n'est pas très vendeur, mais honnêtement, c'est mon approche, puis c'est comme ça que je travaille. Je suis pas de bullshit. On vous dit les vraies affaires, puis c'est comme ça que ça marche. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Déjà, le lundi est fait ce matin. On a pris un trade short, un long en fait, sur Nasdaq pour break-even. Finalement, on peut vous le montrer rapidement. Un move complètement fou. Mais écoutez, j'étais de retour de vacances. On voulait protéger notre capital et je n'étais pas un grand fan de ce qu'on voyait ce matin du côté du price action à 10h02 sur la WIC, ici. Sur ce pullback-là ici, on a pris une entrée long sur Nasdaq. On s'est stoppé break-even ici avant de le voir runner vers nos targets pour un move de 50-60 points et plus évidemment. Mais ça fait partie de la game. Encore une fois, on vous montre pas juste les bons coups. On a pris un break-even sur un trade qui aurait pu payer la semaine au complet. Mais la beauté de la chose, c'est que demain est un nouveau jour et qu'on peut recommencer à chaque jour. By the way, surveillez ça ici, 15,250 sur Nasdaq. Je m'attends à avoir une run d'ici le close là-dessus et peut-être même aller chercher là, le high de la semaine passée qui était, si on regarde ça, on a 15,278. Donc, si on va en 15 minutes, 15,278. Ça serait quelque chose qui a mon intérêt d'ici la fermeture. Honnêtement, très, très, très joli comme setup. Vous voyez le bloc ici. Hold, break. On risque d'aller chercher là, le triple top ici. Et si on veut vraiment être puissant, aller chercher le high de la semaine passée. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, n'importe quoi. Aimez le vidéo, partagez le vidéo. Venez nous rejoindre sur Facebook, sur Discord, sur Instagram. On est partout. Je vous souhaite une bonne semaine. Salut tout le monde.